Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Le 27 mars, les Ukrainiens ont décidé d'attaquer le port d'Oust-Louga pour la deuxième fois. La première fois, c'était la semaine dernière, nous en avons parlé en détail, c'était une grande nouvelle. Ils l'ont fait une deuxième fois. Voici une vidéo. Si j'en parle, c'est parce qu'hier, le 29 mars, ils l'ont fait pour la troisième fois, car jamais 203. Mais avant d'y arriver, ne nous précipitons pas. Voici la vidéo de la deuxième attaque. Regardez ça, c'est déjà en train de brûler. Au fait, ces flammes viennent de la première attaque. L'incendie n'a jamais été éteint. Donc l'Ukraine a attaqué de nouveau alors que le premier feu brûlait encore. Et les Russes là ont dit que ça arrivait maintenant. Ils ont envoyé plus de drones et on peut voir les drones dans une seconde. Et comme si cela ne suffisait pas, ils l'ont fait pour la troisième fois. Parce qu'ils le peuvent et qu'ils en ont besoin. Parce que les prix du pétrole flambent et que les Ukrainiens doivent retirer une partie de ces revenus aux Russes. Regardez ça. Vous pouvez aussi l'entendre. Maintenant, c'est un drone qui a vraiment l'air d'un Shahed, si je peux me permettre. Ça, c'est le karma. Et ils essaient de l'abattre. Ça ne va pas marcher pour eux. On peut le voir avec les flammes. Si le ministère russe de la Défense affirme que nous avons abattu tous les drones, alors oui, c'est possible, mais ils l'ont fait avec leurs raffineries de pétrole et leurs infrastructures. Et maintenant, pour la troisième fois, cela s'est produit le 29 mars. Voici quelques images satellites pour vous. À gauche, c'est le 28 mars, vous pouvez voir un seul brasier. 1, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Ici, le 29 mars, 2 brasiers. En voici un autre. Chacun de ces silos à carburant est une cible, et comme vous pouvez le voir, il reste beaucoup de travail à faire sur l'installation d'exportation d'Oust-Louga. Mais les Ukrainiens sont très méthodiques et ils le font. Voici une autre vidéo de la troisième attaque qui a eu lieu hier. On remarque quelques tirs de défense anti-aérienne, mais c'est très limité. Et regardez ça, vous pouvez voir voler. C'est un autre type de drone, il a l'air différent. On dirait plutôt un drone FP1. Est-ce qu'on en a un autre qui arrive ? Excellent travail. Au fait, la vidéo que vous voyez maintenant vient d'Oust-Louga. Je veux dire, la colonne de fumée vient d'Oust-Louga, mais elle est filmée depuis l'Estonie, mon pays. Elle est filmée depuis une plateforme d'observation à Cinémad, dans les montagnes bleues. Pourquoi est-ce si symbolique, vous vous demandez peut-être ? Eh bien, c'est vraiment nécessaire. Je vais vous donner une petite leçon d'histoire sur la bataille de la Montagne Bleue, la bataille de Cinémad, là où ces images ont été filmées. C'est l'une des batailles les plus légendaires entre le Troisième Reich et l'armée rouge de l'Union soviétique sur le sol estonien. Cela s'est passé en 1944 lorsque l'armée allemande en retraite a retenu des hordes et des hordes d'infanterie de l'armée rouge au point d'étranglement de Cinémad. Nous appliquons toujours cette doctrine. Ces points d'étranglement existent encore. Regardez. La force allemande de 22 250 hommes d'ailleurs, qui comprenait beaucoup d'Estoniens à l'époque, a tenu tête à 136 000 soldats soviétiques. Comme les forces soviétiques étaient constamment renforcées, leurs pertes totales sont estimées par l'historien estonien Martlar à 170 000 morts et blessés. Ainsi, 22 000 Estoniens et Allemands ont infligé 170 000 pertes à l'armée rouge en un seul point d'étranglement de Cinémad. C'est une stratégie de défense extrêmement réussie. C'est une bataille légendaire. Et maintenant, cette vidéo est filmée exactement à cet endroit, sur la plateforme d'observation, et vous pouvez voir la Russie brûler. C'est tellement symbolique, je n'en reviens pas. C'est tout simplement merveilleux. Pour moi, pour ma génération, je veux dire, nos grands-pères auraient pu combattre dans cette bataille. Pour moi, c'est de l'or. On ne peut pas rêver mieux que ça. Tu sais ce qui serait encore mieux ? S'il y avait plusieurs colonnes de fumée. J'espère que l'Ukraine va y arriver. Il y a peut-être trop de pluie ou de brouillard dans cette vidéo pour vous. N'ayez crainte, mes amis. Le 27 mars, voici une image satellite haute résolution d'Oust-Louga. Nous pouvons voir les résultats de 2 attaques parce que la troisième n'a pas encore eu lieu. Et la résolution est superbe. Absolument magnifique. Les couleurs ont bien sûr été améliorées, mais regardez les détails. J'apprécie vraiment ces photos. Et regardez les rails.
Beaucoup de pétrole est amené ici. La majorité arrive ici par rail avec ses trains-citernes. Et maintenant, ils restent ici parce que les navires ne peuvent pas prendre le pétrole des silos, ce qui signifie que les trains ne peuvent pas décharger le pétrole dans les silos parce que les silos sont pleins ou en train de brûler. Cela signifie que beaucoup de ces wagons que vous voyez ici sont stationnés ici, remplis de pétrole. C'est formidable. Mais qu'est-ce qui a exactement été touché lors de la 3e attaque ? Donc, dans la nuit du 29 au 30 mars, plus précisément, le complexe de fractionnement et de transbordement de condensat de gaz stabilisé. En gros, une mini-raffinerie. Le complexe Novatek à Ust-Luga est la plus grande installation de production pour le fractionnement et le transbordement de condensat de gaz stable dans les pays baltes. Mise en service en 2013. L'entreprise transforme les matières premières en fractions pétrolières légères et lourdes, en kérosène, en gazole et en fioul, qui sont destinées à l'exportation. Les dégâts causés au complexe clé ces derniers jours sont une catastrophe pour la Russie, car ils concernent des centres d'exportation d'énergie essentiels, perturbent les chaînes d'approvisionnement et privent le pays d'une part importante de ses revenus provenant des produits pétroliers. C'est formidable. Je dirais que je cite les classiques Wawa Wiwa. Et puisque je vous ai donné une vue depuis l'Estonie, depuis Cinéma, un lieu de bataille légendaire, eh bien je vais vous donner une vue depuis la Finlande, près de la ligne Mannerheim, lieu de bataille légendaire de la guerre d'hiver. Donc oui, vous avez une vue depuis l'Estonie et la Finlande depuis la même Ust-Luga en feu. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être dans cette partie du monde en ce moment. Vous avez cette belle vue. Au fait, vous savez que les Israéliens ont leur système de défense aérienne Arrow, incroyablement coûteux et efficace. Eh bien, les Russes l'ont en fait adopté, l'ont rétroconçu et l'ont ramené à l'âge de pierre, en fait. Parce que voici la défense aérienne Arrow version russe. C'est littéralement un petit arc et une flèche. Je plaisante, bien sûr. Mais que disent les Russes, enfin les Russes notables, les blogueurs militaires ou les commandants militaires à propos de cette frappe sur l'exportation de pétrole russe par la Baltique ? Je vais vous parler d'un commandant russe nommé Slatkov. Je cite « On s'est encore pris un coup dans les couilles ». Le port de Ust-Luga, sur le golfe de Finlande, brûle à nouveau. Je me souviens que lorsqu'il avait été touché un peu plus tôt, il y avait des rapports disant que des drones étaient venus des pays baltes. Et je viens des pays baltes, j'en suis honoré, j'adorerais ça. Mais il n'y a pas eu de déclaration officielle. Je ne parle pas de la nécessité d'une réponse. Je parle de la baisse de confiance dans le fait qu'une Russie puissante soutient le soldat russe. Si je vois ce genre de manque de confiance d'un commandant russe envers le gouvernement russe, j'adore ça. C'est exactement ce que je veux voir chez mes ennemis. Manque de confiance et défiance. Ne jamais interrompre son ennemi quand il fait une erreur. Je crois que c'est Napoléon qui a dit ça, c'est vrai. Alors pourquoi l'Ukraine attaque-t-elle ses ports ? Eh bien, je vais laisser l'homme s'exprimer lui-même. Voici Zelensky. Zelensky dit que les drones longue portée de l'Ukraine sont devenus plus efficaces. Il affirme qu'Ust-Luga n'a plus que 40% de sa capacité d'exportation de pétrole. Il dit aussi que la Russie a gagné environ 2 milliards de dollars grâce au pétrole en 2 semaines et que l'impact dépend de la durée de la guerre en Iran. Le but principal de l'Ukraine en frappant ces centres d'exportation russes de la mer Baltique est d'atténuer ou de réduire l'effet de la flambée des prix du pétrole causée par la guerre en Iran. Le budget russe était foutu. C'était déjà très mauvais avant la guerre en Iran. Maintenant, le prix du pétrole a grimpé et leur budget a eu un petit répit. L'Ukraine essaie de leur enlever ce répit. Retirer cet argent supplémentaire, ce revenu monétaire supplémentaire provenant des expéditions de pétrole brut par voie maritime depuis les ports baltes. Mais quel est le résultat ? Est-ce que cette stratégie utilisée par l'Ukraine est efficace ? Eh bien, ce compte dit ceci. J'ai un ami qui travaille dans la logistique du transport pétrolier dans la région baltique. Il m'a dit hier, « Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. 3 frappes sur le même terminal en 7 jours. Les acheteurs paniquent. Les pétroliers restent vides. Personne ne sait quand le chargement reprendra. C'est là que j'ai compris que les gros titres ne disent pas tout. Voici ce qu'il faut savoir. 700 000 barils par jour de capacité hors service. Primorsk, le plus grand terminal de Russie, a également suspendu les chargements. Au total, 40% des exportations totales de pétrole de la Russie, soit les exportations de pétrole brut par voie maritime, ont disparu. Et cela, ça a été réalisé par l'Ukraine en 1 semaine.
C'est un résultat incroyable, même pour des armées plus avancées. Comment la Russie a-t-elle réagi? Les entreprises russes et le gouvernement. Eh bien, selon Reuters, les compagnies pétrolières russes ont averti leurs clients de la déclaration de force majeure concernant les livraisons depuis les ports de la mer Baltique, en particulier Ust-Luga, où les expéditions n'ont pas encore repris après les attaques de drones ukrainiens. Puissent ces attaques continuer. Comme on dit, je vous souhaite une longue vie et la prospérité. Moi je dis, puissent ces attaques continuer. C'est ce que je veux. De plus, le gouvernement russe a décidé d'interdire les exportations d'essence depuis la Russie pour les producteurs du 1er avril au 1er octobre. C'est une longue période. En fait, cela représente 2 trimestres. Et chaque fois que la Russie interdit les exportations de diesel et d'essence, cela signifie qu'ils savent qu'ils pourraient avoir une pénurie en interne. Et la Russie est la plus grande. La station-service du Monde, qui connaît à nouveau une pénurie d'essence et de diesel, apparemment. C'est fou, analyse simple. Si la déclaration de force majeure est sans confirmer, les pertes combinées dues aux frappes sur Primorsk et Ust-Luga, soit 700 000 barils par jour, signifient qu'environ 40% de toutes les capacités d'exportation de pétrole russe ont été complètement mises hors service. Et l'environnement? On ne parle jamais de l'environnement sur cette chaîne. Eh bien, tout d'abord, en parlant de l'environnement, regardons la colonne de fumée qui vient d'Ust-Luga. Maintenant, elle a eu plus d'une semaine pour traverser la Russie. Maintenant, nous savons quelle est sa longueur parce que nous avons accès aux images satellites. Ust-Luga se trouve quelque part ici. L'image est assemblée à partir de nombreuses images satellites, mais c'est quelque part ici. Et la colonne de fumée fait plus de 1000 km de long en direction de la Russie. Donc cette colonne de fumée est plus longue que la ligne de front ukrainienne. Et elle passe directement au-dessus de Saint-Pétersbourg d'ailleurs, vraiment juste au-dessus. Cela signifie que le gouvernement russe doit trouver une raison pour laquelle des millions d'habitants de Saint-Pétersbourg respirent ces fumées provenant de la combustion de l'argent russe. Alors, que disent-ils? Un nuage extrêmement noir recouvre à nouveau Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad, encore une fois. Depuis hier, la brume inquiétante n'a fait que s'épaissir. Le comité de la nature et de la gestion explique de quoi il s'agit. Oh, voyons cela. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Nous parlons de conditions météorologiques défavorables. L'UMC, ils en manquent en fait, du 1er degré. Oh non, pas du 1er degré. Les polluants s'accumulent près du sol en raison d'un changement brusque de température. L'air ne monte pas et des zones stagnantes se forment. Oula, pas les zones stagnantes. Oh mince. Les émissions des transports et des entreprises restent littéralement suspendues au-dessus du sol. C'est pourquoi le ciel ressemble à un voile noir uniforme. Pendant ces périodes, le niveau de pollution peut dépasser la norme, et des odeurs apparaissent dans l'air. D'ailleurs, cela n'a rien à voir avec l'attaque de drones ukrainiens sur l'Ust-Luga. Rien à voir non plus avec les colonnes de fumée qui s'étendent sur 1000 km. Non, ce sont les zones stagnantes et, vous savez, le changement de température. Les zones stagnantes. Ce sont ces zones stagnantes, pas les drones ukrainiens. Ouais, j'adore voir le gouvernement russe mentir à son peuple. C'est toujours drôle. Avant que nous passions aux autres cibles que l'Ukraine a frappées, parce qu'ils ont frappé d'autres cibles, je veux attirer votre attention sur le livre. Le livre. Je n'ai écrit qu'un seul livre. Un seul livre, et il est pour vous. Parce que je suis allé 8 fois en Ukraine pour m'assurer que les Ukrainiens étaient réellement ces drones qu'ils utilisent, et cela a été fait grâce à votre financement. Donc si vous voulez savoir à quoi a servi votre don, ce livre est pour vous. Allez vous le procurer. Le lien est dans la description ci-dessous. Qu'en est-il de ces autres cibles? De quoi je parle? Eh bien, les Ukrainiens ont également attaqué pour la 2e fois le port de Primorsk. Il y a tellement de chiffres ici. Ust-Luga, ils l'ont attaqué 3 fois. Primorsk 2 fois et Vyborg 1 fois. Et ils sont tous à l'extrémité de la mer Baltique. Ce sont tous des centres d'exportation de pétrole et de gaz russe de la mer Baltique. Ils sont tous dans les environs de Saint-Pétersbourg, dans un rayon de 100 km char. Ils sont tous proches des frontières finlandaises et estoniennes. C'est à peu près la même zone, 3 endroits différents, et ils ont attaqué Primorsk pour la 2e fois. Et voici une image satellite de la colonne de fumée de Primorsk. Oui, celle-ci, pas si impressionnante, pas 1000 km de long, mais ça brûle toujours et c'est du pétrole russe. Du pétrole russe qui brûle, ça me suffit. Mais ce n'est pas tout. Je vais juste vous montrer l'emplacement à nouveau.
Eh bien, ces 3 ports et installations d'exportation sont juste ici, à côté de la Finlande et de l'Estonie. Mais les Ukrainiens ont aussi attaqué la raffinerie de pétrole de Yaroslav et l'usine de Tchebaïevsk, responsable de la fabrication d'explosifs. Kaboum, c'était génial. Au fait, la raffinerie de pétrole de Yaroslav traite plus de 15 millions de tonnes de pétrole par an. Voici quelques images et photos du brasier pour vous. Bien sûr, des photos prises par les Russes. Et la raffinerie de pétrole, juste pour vous rappeler à quel point elles sont énormes. Ce sont plus des villes que des raffineries. Voici une raffinerie, c'est tout un pâté de maisons. C'est fou, il faut beaucoup de drones pour détruire ça et de nombreuses têtes différentes. Jetons maintenant un œil aux discussions sur Telegram russe. Que pensent les chaînes Telegram russes notables de ces attaques ou de la situation sur le front? Permettez-moi de vous présenter German Sadoulayev. Je suis d'accord avec Dmitri Kuznetsov. Nous devons passer à une défense stratégique dans le Donbass. Une offensive reste très lente et très coûteuse, et nous risquons de manquer une contre-attaque. Nous devons passer à une défense ferme et économique. Ce serait vraiment mauvais. La doctrine russe en ce moment, c'est essentiellement l'offensive à tout prix, ce qui est bien parce que cela permet à l'Ukraine de choisir quand, dans quelle mesure et où dégrader les capacités russes. Parce qu'ils ont la défense, ils ont des zones d'engagement, ils peuvent miner certaines zones, laisser les Russes avancer dans certaines zones, bombarder. Vous comprenez, c'est leur champ de bataille, chez eux. Ils choisissent les zones. Si les Russes adoptaient une défense ferme, cela voudrait dire qu'ils n'auraient pas autant de pertes. Ils pourraient en fait stocker des véhicules de combat d'infanterie, des chars et des drones. Ce serait très mauvais. La meilleure chose en ce moment pour l'Ukraine, c'est que les Russes attaquent à tout prix. Encore une discussion sur Telegram. Si vous avez remarqué, les drones des Ukrainiens ont aussi commencé à être contrôlés par des opérateurs. Ils changent leur trajectoire. Par comparaison avec les drones qui volent vers des cibles fixes sans opérateur impliqué, ce qui signifie qu'ils vont simplement en ligne droite et explosent sur la cible. Mais s'ils sont activement contrôlés par des opérateurs, ils peuvent en fait faire ces motifs en S, faire des cercles et faire toutes sortes de manœuvres bizarres dans les airs. Ils changent leur trajectoire, tournent dans les airs et font encore plus que ça. En fait, de telles cibles sont difficiles à abattre, aussi bien avec des armes légères qu'avec des systèmes de défense aérienne. Rappel, ne filmez ni ne mettez en ligne aucune vidéo d'attaque contre l'armée ukrainienne, où que ce soit. Oui, tu peux le rappeler, mais je regarde encore ces vidéos, ces photos faites par les Russes locaux qui filment ces feux de joie gratuits. J'adore ça, et ils continuent de le faire. Alors continuez s'il vous plaît. C'est sympa. Nous savons maintenant combien cela a coûté au gouvernement russe de bloquer Telegram. Il s'avère que ralentir Telegram n'est pas gratuit. Plus de 83 milliards de roubles ont été alloués dans le budget pour l'équipement utilisé dans le bridage et les efforts associés. Je suis sûr que c'est très important et utile pour le front. C'est du sarcasme, bien sûr, car sinon cet argent aurait pu servir à acheter 400 000 Mavics ou 160 000 systèmes de guerre électroniques ou à mettre en orbite 50 satellites Razvet supplémentaires. Le fait est que le gouvernement russe dépense des sommes folles pour ralentir Telegram. Telegram que toutes les unités russes en première ligne utilisent et dont elles dépendent pour toute leur communication. C'est tellement étrange. Le Kremlin dépense en fait des sommes folles pour retirer cette capacité à ses propres unités en première ligne. Ça paraît fou parce que ça l'est. C'est incroyablement stupide. Ils auraient pu acheter de nombreux drones avec cet argent, mais ce n'est pas le cas. Donc je suis content. Pour citer un très beau proverbe ukrainien, nous avons vraiment de la chance qu'il soit aussi sacrément stupide. Je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui avec un petit rappel un peu inquiétant. La Russie a intensifié son soutien à l'Iran, fournissant à l'Iran des livraisons de drones et des conseils sur les frappes de drones iraniennes. L'altitude, le nombre de drones par vague, tout en fournissant également des données de ciblage, qui ont été utilisées pour viser avec succès des installations radars militaires américaines. L'Iran ne possède pas ces satellites. Ils ne peuvent pas choisir ces cibles puisqu'ils n'ont pas ces yeux dans l'espace qui leur permettent de voir quoi attaquer et où. La Russie leur fournit des cibles, la Russie leur fournit des informations et elle leur envoie même des drones. Donc si vous êtes américain et que vous avez l'impression que vos ressources, l'argent de vos impôts, sont gaspillés parce que vos moyens sont menacés au Moyen-Orient ou que les pertes pourraient s'accumuler. S'il y a une invasion terrestre en Iran, sachez que la Russie est derrière tout ça. Tout vient de la Russie.
L'Iran à lui seul ne pourrait pas faire grand-chose face aux capacités américaines. Il ne possède pas ces capacités. Il faut des satellites de reconnaissance pour choisir des cibles avec une telle précision. Ils ne les ont pas. La Russie leur fournit cela. Voilà mes amis, j'ai passé un bon lundi, j'espère que vous aussi. Je reviendrai mercredi, vendredi et lundi. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Devenez membre et offrez-moi un café. Puis procurez-vous le livre pour vous-même. Prenez-le aussi pour votre grand-mère. Jusqu'à ma prochaine vidéo, Slava Ukraini et au revoir.